Derrière lui, pour passer des vidéos qu'il a tournées donc avec Apolline, sa fille, dans plusieurs manifestations. Donc sur ces mots, il y aura les images. Merci à tous d'être là. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à nous offrir l'opportunité de témoigner. Ma fille l'a fait hier, c'est à mon tour aujourd'hui. Je déclenche un chrono pour essayer de venir en parole. D'abord, je voudrais juste expliquer comment je suis rentré dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que j'ai aucun passé militant ni activiste. Je suis un citoyen qui s'intéresse à la politique, mais voilà, je n'ai jamais manifesté de ma vie. J'avais regardé les 2 premiers actes à la télévision et j'avais été frappé, alors à la fois par les techniques de maintien de l'ordre, notamment à Paris, ça m'avait frappé les nasses géantes sur la place de l'Étoile. Et ce qui m'avait frappé aussi, c'était la mobilisation populaire, parce que moi je vis sur le bassin d'Arcachon et il y avait des gilets jaunes partout, tous les ronds-points étaient tenus, tout le monde avait son gilet jaune sur le pare-brise de la voiture, c'était assez impressionnant. Et à l'acte 3, en fait, je suis allé sur le rond-point qui est à côté de chez moi, le rond-point de Césarée, qui n'existe plus, parce que maintenant on a des fois de voies au rond-point, qui était tenu H24, comme tous les ronds-points au début. Et j'y suis allé un petit peu la fleur au fusil, j'ai pris mon gilet jaune, et puis j'y suis resté 3 heures, et j'ai été embarqué dans le feu. J'ai été frappé par la diversité des profils des personnes qui étaient là. On voyait qu'il y avait des opinions politiques, des origines sociales très différentes, parfois complètement opposées. La présence de femmes aussi, alors j'avais peut-être une idée que dans les mouvements sociaux il y avait plus d'hommes que de femmes, mais là j'avais été frappé de la présence des femmes, c'est qu'il y avait, là pour le coup, il y avait une vraie parité, parfois même peut-être plus de femmes. Et la convivialité, la facilité d'échanger, de parler de tous les sujets. Et en fait, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait une revendication, c'est nous voulons vivre, quelle que soit notre origine, notre statut, tout ce que nous ayons pu faire, nous voulons vivre dignement dans un pays qui est riche et qui a les moyens de faire vivre tous ses citoyens dignement. Et je pense que ce mot d'ordre-là peut regrouper pratiquement l'intégralité des revendications des Gilets jaunes. Nous voulons vivre dignement dans un pays qui a les moyens d'organiser ça. Et donc au fur et à mesure, je vais dans les manifestations d'abord à Bordeaux le samedi, puis à Paris, à Nantes, à Toulouse. Je crois qu'on a arrêté de compter avec ma fille, mais au moment du confinement, en mars 2020, on avait fait plus de 70 manifestations, donc Gilets jaunes, réforme des retraites, pour la sécurité globale, j'en ai sûrement d'autres. Et on a commencé à filmer aussi pendant les manifestations. On a commencé à filmer parce que moi j'ai été frappé de la violence de la répression. J'ai été frappé de la violence de la répression, j'ai été d'autant plus frappé que, comme tu le disais, j'ai été sous-préfet. J'ai été pendant 5 ans sous-préfet, je suis un haut fonctionnaire en disponibilité. J'ai été pendant 5 ans sous-préfet, directeur de cabinet du préfet. Alors dans l'organisation préfectorale, le directeur de cabinet du préfet, c'est celui qui commande les services de police et de gendarmerie. C'est celui qui supervise les dispositifs de maintien de l'ordre. Donc j'ai été de l'autre côté de la barrière. J'ai supervisé des dispositifs de maintien de l'ordre parce que j'étais sous-préfet de 2003 à 2008. J'ai fait ça en Dordogne, j'ai fait ça en Corse et j'ai fait ça en Martinique. Donc je peux vous dire que les 2 derniers postes étaient des postes où le maintien de l'ordre était très difficile. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est que ce que j'ai vu en tant que gilet jaune, c'est-à-dire 10 ans après avoir quitté le corps préfectoral, c'est que la doctrine de maintien de l'ordre était à l'opposé de tout ce que les vieux flics et gendarmes m'avaient appris. Moi, quand j'ai commencé comme jeune directeur de cabinet, je l'appelle comme ça, mais avec beaucoup d'affection, les vieux flics et les vieux gendarmes me disaient, bon petit gars, on va vous expliquer ce que c'est que le maintien de l'ordre. Et il y avait 2 principes non négociables selon eux. C'était systématiquement la désescalade. Dans le maintien de l'ordre, les forces de l'ordre doivent toujours choisir l'option de la désescalade. Et l'autre principe non négociable, c'était jamais de nasse. Jamais de nasse. Et il m'expliquait qu'en fait, quand les manifestants se sentent nassés, ils commencent à adopter des comportements irrationnels, et donc des comportements violents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échappatoire, il y a un effet de panique, de peur, et les manifestants adoptent des comportements irrationnels, et ce que me disaient ces anciens, c'est que ça met en danger non seulement les manifestants, mais ça met les forces de l'ordre aussi en danger, ça met tout le monde en danger. Donc il faut dire que quand j'arrive dans les manifestations, c'était tout le contraire, c'est la stratégie de la terreur, de l'escalade de la tension systématique dans les forces de l'ordre, et c'était les nasses systématiques. Et ce qui m'a frappé aussi, c'était le comportement, en particulier des policiers. Je veux faire un distinguo entre les gendarmes et les policiers. Je ne dis pas que les gendarmes se sont tous bien comportés, mais il y a une nette différence entre le comportement des policiers, que ce soit les BACE, que ce soit les CDI ou que ce soit les CRS, avec les gendarmes mobiles, voire les gendarmes départementaux. Ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'ils n'étaient plus dans un registre professionnel. Ils s'en faisaient tous une affaire personnelle. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des professionnels chargés du maintien de l'ordre, ils étaient des gens face à des ennemis qu'ils devaient éliminer.
Et c'est la grande différence entre le maintien de l'ordre et la répression. Le maintien de l'ordre, c'est un ensemble de techniques policières encadrées par des textes juridiques dans le cadre d'un état de droit pour maintenir l'ordre. Et qu'est-ce que c'est que maintenir l'ordre? Maintenir l'ordre, c'est la protection des personnes et des biens lors de manifestations. Ça n'est rien d'autre que ça. Et dans la protection des personnes, il y a aussi la protection des manifestants. Le boulot des forces de l'ordre, c'est aussi de protéger les manifestants. Moi, quand j'étais directeur de cabinet, quand il y avait des manifestations, on devait faire ce qu'on appelait, on jalonnait l'itinéraire pour protéger le cortège de la circulation des véhicules. C'est-à-dire qu'on coupait la circulation de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident corporel entre les véhicules et les manifestants. Donc, notre mission, c'était aussi de protéger les manifestants. Et là, je vois qu'on a complètement quitté le registre de l'état de droit, en fait, et qu'on a basculé dans la répression, qui est un ordre politique, et qu'on demande d'éliminer, en fait, un mouvement de contestation. Et que désormais, les forces de l'ordre nous regardaient, quand je dis nous, gilets jaunes, comme des ennemis, et non pas comme des possibles délinquants, parce que c'est leur métier, à la limite, qui nous considèrent comme commettant des infractions, ça c'est leur posture professionnelle. Et que leur job, c'est effectivement de faire cesser les infractions et d'arrêter les personnes qui commettent des infractions, et ensuite de les déférer devant la justice. Mais ce n'était pas du tout ce registre-là dans lequel ils étaient. Ils étaient dans le registre de « on en fait une affaire personnelle, on va vous régler votre compte à vous ». Et parce qu'ils recevaient des ordres politiques qui étaient parfois clairs, parfois implicites, vous devez les faire taire. Et pour les faire taire, vous devez leur faire mal. Vous devez les décourager de revenir. Et ça, c'est plus du tout le maintien de l'ordre. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'on avait quitté le registre professionnel. Et quand on quitte le registre professionnel, il y a plein de petits marqueurs comme ça qui ne sont pas anecdotiques, que moi j'ai relevés en tant que praticien. Je ne suis pas un grand spécialiste du maintien de l'ordre, mais je l'ai pratiqué. Ce qui me frappait, c'est que les policiers se donnaient la permission très fréquemment de ne pas respecter les textes auxquels ils doivent se soumettre. Il y a un point très important, c'est que dans le code de déontologie des policiers et des gendarmes, c'est des textes réglementaires, donc c'est pris par décret, ils n'ont pas le droit de vous tutoyer. C'est interdit. C'est une faute professionnelle que vous tutoyez. Ils le font systématiquement. Le port de la cagoule est proscrit dans les opérations de maintien de l'ordre. Il est interdit pour les policiers et les gendarmes de porter la cagoule pendant les opérations de maintien de l'ordre. Ils la portaient tous. Le port du RIO, n'en parlons pas, c'est une obligation qui s'impose aux policiers. Ils défiaient même l'autorité de leur ministre à l'époque, parce que Christophe Castaner a rappelé à plusieurs reprises que c'était une obligation pour les policiers. Ils continuaient à ne pas le porter. Les gendarmes le portaient tous. Après, visite, pas visite, mais les gendarmes le portent tous, c'est leur discipline militaire. Donc, toutes ces permissions que ces policiers se donnent de ne pas respecter les règles qui s'imposent à eux, et qui violent plusieurs fois par jour le règlement, les textes de loi, les textes juridiques qui encadrent leur profession. Ce qui crée à la fin une désinhibition totale, on se croit tout permis. Et on n'utilise plus la force qui est le monopole légitime qu'ils ont pour faire respecter la loi, ils utilisent la violence, et ça c'est dans le registre politique, ils utilisent la violence contre nous, et non plus la force. Et il n'y a plus de limite dans ces moments-là. Et ce qui est terrible, c'est que moi qui ai pratiqué l'institution policière, et je trouve que c'est un métier très difficile, et j'ai même une forme d'affection pour les policiers qui sont au contact de la partie obscure de l'humanité. Je veux dire, c'est ça leur quotidien. Qu'ils n'ont pas de reconnaissance, non plus l'échelon politique, il ne faut pas se raconter l'histoire, ils sont aussi instrumentalisés. Et j'avais rencontré des hommes et des femmes qui étaient, je le dis franchement, au quotidien, je l'ai vu dans des quartiers difficiles de Fort-de-France, en Martinique, je l'ai vu en Corse, je l'ai vu en Dordogne, pétris d'humanité, pour un grand nombre, mais broyés par leur métier, broyés par la machine. Le taux de suicide en atteste, le taux de dépression, la consommation de psychotropes, la consommation d'alcool, etc. Mais là, ce que j'ai vu face à moi, c'est que j'ai vu des personnes qui avaient effectivement quitté le registre professionnel, qui étaient déshumanisées, complètement déshumanisées, et surtout qui laissaient libre cours à leur pulsion de violence. Et ça, moi j'accuse formellement l'échelon politique d'avoir autorisé la violence sans limite de la part des policiers, par un discours politique totalement irresponsable. Je vous rappelle le propos du président de la République, je pense que c'est de mémoire, je pense que c'est en décembre 2018 ou janvier 2019, il dit « Tous ceux qui vont manifester le samedi sont complices du pire ». Ce sont les propos du président de la République. Tous ceux qui vont manifester le samedi sont les complices du pire. Vous êtes policier, vous n'avez pas un grand équilibre psychologique, vous n'aimez pas les gilets jaunes, vous entendez ça. C'est un feu vert absolu pour faire ce que vous voulez. Les politiques n'ont pas mesuré à quel point ils ont désinhibé la violence chez les forces de l'ordre par leur discours politique, les Castaner, les Macron, tout ça, c'est assez incroyable. Discours politique relayé par la hiérarchie policière,
Quand le préfet de police à Paris allemand dit il faut aller au contact, une nouvelle fois, quand j'étais sous-préfet, moi on m'apprenait à ne pas aller au contact, c'est-à-dire éviter systématiquement le contact. J'ai le souvenir d'une manifestation très violente à Ajaccio avec les nationalistes, où la consigne du préfet, ça avait été pas de contact. Donc dès que les manifestants étaient à moins de 100 mètres du cordon de policiers et de gendarmes, ça grenadait, vous voyez, on mettait tout sous le gaz lacrymogène, il n'y avait pas de contact. Et c'était la règle absolue parce que le préfet avait dit je ne veux pas de contact, ça se termine mal quand il y a des contacts. Vous voyez, l'inversion totale de la logique. Oh, la vache. Donc en fait, les ordres politiques, l'évolution de l'institution policière aussi depuis plusieurs années, a fait que ce sont les mauvais policiers qui commandent désormais. En économie, il y a une théorie en économie monétaire qui dit que dans un espace donné, quand il y a plusieurs monnaies, la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. C'est exactement pareil dans la police aujourd'hui en France, et c'est ça l'inquiétude principale que j'ai, c'est que la mauvaise police a chassé la bonne police. Le syndicat qui tient le haut du pavé, c'est le syndicat Alliance. C'est ça la réalité. Il est en totale cogestion avec le ministre, quel que soit le ministre d'ailleurs, qui instrumentalise les forces de l'ordre, parce que le gestion politique sera le premier à lâcher les forces de l'ordre quand il faudra le lâcher. Et pour l'instant, ils ont besoin des forces de l'ordre, ils instrumentalisent les forces de l'ordre, et aujourd'hui, vous avez une mauvaise police qui est aux commandes de l'institution policière. J'en veux pour preuve cette manifestation de la colère, puisque les policiers étaient aussi mécontents de leur traitement, en octobre 2019 à Paris, et il y avait en tête de cortège le syndicat Alliance. Et nous étions quelques gilets jaunes, dont Jérôme Rodriguez, présents à la manifestation, non pas pour rendez-vous avec les policiers, mais parce qu'on souhaitait discuter avec eux. On avait été tassés, et le cortège passe devant nous, et les policiers du syndicat Alliance en passant devant Jérôme Rodriguez faisaient ça. Oui. C'est-à-dire que vous avez des fonctionnaires de police qui se vantent d'avoir mutilé quelqu'un, et qui se moquent d'une personne qui a été mutilée par un policier qui a manqué de professionnalisme, qui a commis une grave faute politique, professionnelle, pardon, et politique aussi par l'occurrence, en mutilant quelqu'un. Et ces fonctionnaires de police étaient comme ça. Et je me suis dit, on a touché le fond, c'est-à-dire qu'on est presque à un point de non-retour sur la capacité de parler avec les policiers, de nous entendre en tant qu'être humain. Et cette bascule vers ce que j'appelle, moi, la mauvaise police, qui est vraiment le pouvoir, et effectivement, on en parlait, ça a commencé dans les banlieues. Je pense que malheureusement, l'institution policière a pris depuis plusieurs années l'autorisation, la permission de faire ce qu'elle souhaite faire. Plus de discernement, plus d'encadrement juridique de ces interventions. Ça a commencé dans les banlieues, où on frappait tout le monde, on pouvait se permettre tout ce qu'on voulait. Il y a eu je ne sais combien de personnes tuées en banlieue. À quel moment on peut considérer qu'il est satisfaisant en démocratie que des gens meurent par des interventions policières? Qu'est-ce qui justifie de tuer quelqu'un par intervention policière, à part la légitime défense, qui est une notion juridique très bien encadrée et très documentée, je ne vois pas ce qui justifie de tuer. Ils l'ont fait pendant de nombreuses années dans les banlieues, c'est vrai dans une forme d'indifférence générale, puisque moi, je ne suis pas mobilisé, je le reconnais, et ils l'ont fait avec les gilets jaunes. Et ça continue, c'est-à-dire qu'il y a désormais plus de limite, c'est vraiment cette mauvaise police qui pratique et qui est le bras armé du pouvoir politique. Et on a une inversion fondamentale des valeurs, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant le mouvement des Gilets jaunes, et pendant toutes les manifestations qui ont suivi, les médias, qui sont vraiment des instruments de propagande, c'est un rouleau compresseur, vous passent en boucle les images de la casse matérielle, que je peux déplorer moi aussi à titre personnel, même si souvent la casse est ciblée, elle a une signification politique. Et à quel moment les médias vous parlent de la casse humaine? Le bilan du mouvement des Gilets jaunes, il est dramatique. C'est 30 personnes éborgnées, c'est-à-dire mutilées, la vie est foutue. On ne va pas se raconter ça, la vie est foutue. Et entre mutiler et mourir, c'est pas très, l'espace n'est pas très grand. Il y a 5 personnes, voire peut-être 6, parce que moi j'en avais compté 6, qui ont eu une main arrachée par une grenade de désencerclement. La grenade de désencerclement, pour que vous puissiez savoir, ça balance des plots comme ça en place en caoutchouc dur. Vous prenez ça dans l'œil, c'est fini. Il y a une charge de TNT pour projeter ça. Donc quand vous l'avez au niveau de la main, au niveau de n'importe quel membre d'ailleurs, ça arrache. C'est une arme de guerre, le TNT est un explosif. Le LBD, c'est ça. Pour ceux qui n'ont jamais touché une cartouche, vous inviterai à bien la toucher, ça part à 300 km/h. On en est arrivé à utiliser des armes létales, ce sont des armes létales, pour faire du maintien de l'ordre. On fait la guerre au peuple. C'est pour ça que je dis qu'on a complètement changé de registre. On n'est plus du tout dans le registre du maintien de l'ordre, c'est-à-dire d'un État droit qui fixe des règles pour assurer la protection des personnes et des biens. On est vraiment dans le registre politique où on a déclaré la guerre au peuple ou une partie du peuple.
Et on utilise des armes létales, des armes de guerre. Le port de la cagoule, c'est l'apanage des opérations antiterroristes. C'est-à-dire que dans le règlement de la police, il est écrit que ce sont dans ces opérations-là que vous pouvez porter la cagoule, pas dans le maintien de l'ordre. Nous sommes les terroristes du pouvoir en place. On a une tenue vestimentaire pour les forces de l'ordre qui montre qu'on s'adresse à un ennemi, et non pas à quelqu'un qui conteste ou à un éventuel une personne qui commet des infractions. Et ce qui m'invite aussi à être assez inquiet, c'est que cette désinhibition de la violence chez les forces de l'ordre n'est pas du tout sanctionnée. Nous, on a documenté avec ma fille, il y a quelques images qui sont... Enfin, moi, j'arrive plus à les regarder. Je pense que je suis abîmé par ce qu'on a vu. Je suis traumatisé, clairement, je n'arrive plus à les regarder. On a documenté, on a été dans des procédures judiciaires, on a montré des vidéos, notamment un gilet jaune de Bordeaux qui avait été interpellé à Toulouse. Malgré notre vidéo qui montre qu'il ne s'est pas rebellé, il a été condamné. Donc on a en plus derrière un système judiciaire qui condamne les gilets jaunes, mais qui ne condamne jamais les policiers. Ce gilet jaune, il a été condamné sur la base d'un faux témoignage des policiers, parce qu'ils ont fait un procès verbal, ils sont assermentés et ils ont dit que ce gilet jaune a commis un acte de rébellion. Ils ont commis un parjure, parce que lors de l'audience, ils ont confirmé leur version. Donc, le procureur ou le président aurait dû poursuivre ces policiers parce que nous apportions la preuve qu'ils mentaient. Ben, c'est le gilet jaune qui a été condamné. Voilà. Donc, ce qui m'inquiète, c'est qu'en plus, cette désinhibition de la violence, qui est la responsabilité à 100% de l'échelon politique et de la hiérarchie policière, n'est même plus sanctionnée par la justice. Combien de procédures ont abouti pour tous les gilets jaunes qui ont déposé plainte contre les violences policières? Très très peu. Moi, j'ai filmé un tir de LBD portant en janvier 2009, lors d'une manifestation contre la loi retraite à Paris. Et la personne qui a pris le tir de LBD, heureusement pour elle, elle a pris sur une partie du corps non létale. Mais à bout portant, à bout touchant même, c'est létal. Le procureur de la République, à l'époque, sous la pression médiatique, avait annoncé qu'il ouvrait une enquête. Elle a été classée sans que je sois jamais entendu, alors que je suis l'auteur de l'image. Donc la victime a dû déposer plainte, enfin a dû se constituer partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, et là ça contraint à une enquête, c'est-à-dire que le procureur n'a plus la possibilité de classer sans suite. Et j'ai été entendu par le juge d'instruction il y a quelques temps, et le juge d'instruction m'a confronté aux déclarations du policier qui est l'auteur du tir. Le policier, et je l'ai dit au juge d'instruction, je lui ai dit, je peux comprendre que le policier puisse avoir peur à une vision déformée de la chose, mais là ce qu'il vous raconte c'est du mensonge pur et simple. C'est du mensonge pur et simple. Ce policier ment. Ce policier ment, Madame la juge, comme j'en ai entendu beaucoup mentir dans les procédures. Ce policier ment. Je ne sais pas je ne sais pas à quoi ça aboutira cette procédure, je ne suis pas très optimiste, mais voilà, ce qui m'inquiète, c'est que ce déclenchement de violence chez les policiers, cette autorisation de violence en fait, chez les policiers, n'est plus sanctionnée, surtout pas par l'échelle politique, qui l'instrumentalise, mais n'est pas sanctionnée par la justice non plus. Et aujourd'hui, ce que moi j'ai tiré comme enseignement de mon engagement, d'abord parce que je suis encore un haut fonctionnaire en disponibilité, c'est que je ne regarde plus l'État de la même façon. Et je me dis, est-ce que je vais y retourner? Pour faire quoi? Pour servir quoi? Pour servir des gens qui massacrent une partie de leur peuple, des gens qui ne veulent pas entendre. Et je me pose même la question, est-ce que malgré moi, j'ai servi ces intérêts-là dans les 15 années de haute fonction publique que j'ai fait? Est-ce que je l'ai fait malgré moi? Probablement. Et aujourd'hui, vraiment, l'enseignement que j'en tire, c'est que désormais, nous sommes arrivés à une évolution du système qui fait que le mouvement des Gilets jaunes l'a montré, mais la crise Covid également, le système ne reculera devant rien pour maintenir son existence, que ce soit la violence, le mensonge, la manipulation des masses, il ne reculera devant rien. Alors c'est un constat extrêmement pessimiste, parce que ça veut dire que si nous voulons reprendre la rue, nous devrons accepter de nous confronter jusqu'au boutisme de ces gens-là qui ne sont pas du tout décidés à nous entendre, vraiment pas. Le rouleau compresseur, les médias, etc. Donc moi vraiment l'enseignement c'est que j'ai jamais, enfin j'ai presque le sentiment d'avoir assisté à des zones de guerre, des scènes de guerre dans les manifestations, c'est un niveau de violence que je ne pouvais même pas imaginer, mais que aucun enseignement n'a été tiré de ça, en tout cas au niveau de ceux qui nous dirigent, au niveau des médias, au niveau de la conscience populaire, parce qu'on se sent, moi je suis désolé de vous dire, mais je me sens tellement seul en tant que gilet jaune. C'est-à-dire qu'on a tous connu ça, c'est que dans nos familles, parmi nos amis, il y a des gens qui n'ont pas partagé ce combat, qui ne nous ont pas compris, et qui nous ont estampillés comme étant des gens violents, des gens qui empêchaient les commerçants de faire des affaires le samedi,
qu'on ne voulait rien comprendre, qu'en fait, moi, je vous le dis franchement, j'ai mon frère qui m'a dit parce que tu n'as rien d'autre à faire de samedi que d'aller à l'université. Bravo. Vous l'avez entendu combien de Oui, fois oui. Combien de fois vous l'avez entendu? Et aujourd'hui, je me sens vraiment très seul comme gilet jaune, tout aussi incompris, si ce n'est plus. Et en me disant, en fait, ça n'a servi à rien, parce qu'aucun enseignement n'a été tiré. Et je sais une chose, c'est que si ça devait se reproduire sous une forme ou sous une autre, nous aurions le même niveau de violence, même peut-être plus en violence. Donc ça veut dire aujourd'hui que si nous voulons être entendus, nous allons devoir intégrer cet aspect-là des choses. Il faudra s'organiser différemment. Je pense que ce qui a vraiment porté préjudice au mouvement des Gilets jaunes, c'est le manque d'organisation politique, mais vous voyez, comme dit, mon chrono dit, pareil, franchement, qui dit non seulement ils reculeront devant rien, et il va falloir affronter ça, nous devons nous organiser. Le mouvement des Gilets jaunes a aussi souffert de sa désorganisation, ce qui en a fait sa force et sa spontanéité au début, en est devenu sa faiblesse. Et on en a discuté avec plusieurs d'entre vous présents dans cette salle, c'est que je pense que nous devons même avoir des techniques de désobéissance civile lors des manifestations. Quand je vois comment c'était organisé à Sainte-Soline, c'est remarquable. Il y a une organisation tactique pendant la manifestation. Ils partent à 3 groupes, les gendarmes ne peuvent pas suivre les 3 groupes, donc il y en a un qui arrive effectivement sur le chantier. Et effectivement, il y a de la violence. Elle est inhérente à la contestation. N'oublions pas l'histoire sociale de notre pays. Il n'y a aucune conquête sociale qui a été permise sans le rapport de force. Aucune. Et aujourd'hui, on est vraiment arrivé au bout d'un système qui se défendra avec toutes les armes possibles. Donc cette organisation est absolument indispensable. Le prix à payer de nos convictions aussi, il faudra de nouveau le remettre au centre du sujet, c'est-à-dire que si nous voulons défiler pacifiquement, nous avons perdu d'avance. Je le dis franchement, c'est là que nous devons apprendre à résister, non pas à employer la violence, mais à résister à la violence de l'État. C'est un haut fonctionnaire qui nous dit. Parce qu'aujourd'hui, la conflictualité, l'incompréhension et l'incapacité à discuter au sein de la société est arrivée à un point de quasi non-retour. Une grande partie des Français ne croient plus à l'élection. Regardez ce qui est devenu le débat public en France. Le fait que les Gilets jaunes, à la fin du mouvement, ou en tout cas à partir d'un certain moment, s'en prenaient aux forces de l'ordre, c'est que les forces de l'ordre incarnaient ce dialogue impossible. C'est qu'à défaut de pouvoir parler à l'échelon politique, on s'en prend aux forces de l'ordre qui incarnent l'échelon politique. Et je le dis aux forces de l'ordre, peut-être qu'un jour elles nous écouteront, vous êtes instrumentalisés, vous êtes aussi des victimes de la politique. Mais pour l'instant, vous êtes en position forte. Mais quand il faudra vous lâcher, nous vous lâchons. Et on se retrouvera tous avec nos yeux pour pleurer, pour ceux qui en ont pas perdu. Et on constatera quoi? On a perdu tout ce temps-là, qu'on s'est affronté entre nous. C'est Thomas Porcher qui dit c'est les délaissés, c'est la guerre entre les délaissés. Et c'est exactement ça. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont au-dessus, qui ne peuvent pas entendre, poursuivent leur logique. Donc il y a un combat politique qui doit inclure vraiment la violence, c'est-à-dire que c'est un paramètre incontournable de la lutte. Non pas utiliser la violence, mais apprendre à résister à la violence. Je suis, à titre personnel, assez pessimiste sur l'évolution de l'institution policière. Je suis particulièrement effrayé des ordres politiques qui sont donnés pour la répression, le mouvement des Gilets jaunes et tous les autres mouvements qui arrivent. C'est hier qu'on en parlait, je pense qu'il va y avoir des amendes de 500 € désormais. Oui. La répression financière est aussi un instrument incroyable et particulièrement efficace parce que vous pouvez vous payer quand vous êtes pris à la porte, quand vous avez les huissiers, vous arrêtez tout et vous mettez dans un mode de survie. Donc voilà, mon témoignage n'est pas très optimiste, mais il vient de quelqu'un qui a aussi vécu de l'intérieur le fonctionnement de l'État, que je considère aujourd'hui dysfonctionnel, en tout cas l'institution policière est désormais dysfonctionnelle. Et pour nous, Gilets jaunes, et pour tous ceux qui réclament quelque chose qui est somme toute légitime, c'est la dignité, nous devrons, sans se voiler la face et sans sombrer dans le déni, regarder qui nous combattons et ce qu'il faudra faire pour y arriver. Je vous remercie. Qui nous touche bien tous et les applaudissements disent beaucoup. Est-ce qu'il y a une question au fond? C'est-à-dire que monsieur le sous-préfet, enfin, la question de président, est très courageux et je pense que vous ne reviendrez plus jamais sous-préfet après tout ça ici.
n'entend rien. Mais c'est vrai que, bon, maintenant, on passe 21 ans, on dit c'est terminé. Mais ce que je voulais savoir, c'est surtout, est-ce que vous pouvez nous faire l'historique des CRS? Car c'est ça, évidemment, qui est le plus important, l'historique des compagnies républicaines de sécurité, qui, là, sont évidemment, c'est ce qu'on voit, chargées du maintien de l'ordre, et voilà. Parce que c'est ça le plus important. Merci. Alors juste, je ne suis pas un spécialiste des CRS. Donc, oui, mais ce que je voudrais juste indiquer, c'est que j'ai une meilleure connaissance du fonctionnement des gendarmes mobiles que des CRS, et je vais vous dire pourquoi. J'ai été directeur de cabinet du préfet de la Dordogne, et que l'école de maintien de l'ordre des gendarmes est à Saint-Gastille, en Dordogne. Et j'ai eu l'occasion, et pour ceux qui veulent regarder mon compte Twitter, c'est Laurent pour B7 Média, j'ai mis un tweet épinglé, j'ai fait une conférence avec le général Cavalier, le général de gendarmerie, qui est le plus grand spécialiste en France du maintien de l'ordre. Et on a fait une conférence conjointe sur la répression du mouvement des Gilets jaunes, et vous verrez qu'on a des points de convergence sur le fait qu'il y ait eu un déploiement du maintien de l'ordre. Pour avoir vu comment s'entraîner les gendarmes mobiles à Saint-Astier, je peux vous assurer qu'ils s'entraînent vraiment dans un cadre de maintien de l'ordre, avec des textes juridiques qui encadrent leurs actions et avec le souci de rester dans ce registre-là. Je connais les CRS, mais je ne suis pas dans leur zone, je sais pas où est leur école de maintien de l'ordre, je sais qu'ils ont des entraînements de cette nature, mais il faut reconnaître que nous tous qui avons bouché les manifestations, il y a quand même beaucoup moins de débordements du côté des gendarmes en ville que des autres forces de l'ordre. Parce que, oui, non, mais je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que je dis beaucoup moins. Ils sont sous la coupe d'ordre politique. Mais dans leur pratique professionnelle, il y a beaucoup moins de débordements, c'est beaucoup plus professionnel. Moi, j'ai vu en manifestation un gendarme mobile péter un câble, parce que ça arrive. Hein. Je veux dire, quand vous êtes en service de maintien de l'ordre, vous faites insulter, vous prenez des caisses de bière, etc., il y a un moment, c'est humain aussi de perdre le pied. J'ai vu un sous-officier l'attraper par le callback, le tirer, lui dire tu vas respirer un peu, tu vas te calmer, parce que tu ne fais plus ton métier professionnellement. Je n'ai jamais vu un policier faire ça. Donc pour revenir aux gendarmes mobiles, ils ont vraiment une formation qui est très professionnelle et qui est vraiment dispensée dans le cadre de l'état de droit, vraiment très clairement. La dérive de l'institution policière fait qu'aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Et surtout qu'on a engagé dans le maintien de l'ordre des unités. Alors les CRS sont certes spécialisés dans le maintien de l'ordre, mais toutes les autres unités ne sont pas spécialisées dans le maintien de l'ordre. Et pas du tout. Ils ont zéro formation en maintien de l'ordre. Eux ont probablement éborgné le plus avec leur aide. Ce qu'on appelle les compagnies départementales d'intervention, les CDI, c'est-à-dire ceux qui ont les liserés bleus sur leur casque, ont un petit permis de formation de maintien de l'ordre, mais ne sont pas plus formés que ça. Et pourtant, ce sont ces unités-là qui sont le plus au contact et à qui on demande de faire les manœuvres les plus difficiles lors des manifestations. Donc, il y a encore des unités professionnelles, mais le vrai problème, de toute façon, il est politique, c'est qui donne les ordres et pour quel objectif. C'est une réflexion juste par rapport à ça, mais je pense que vous nous appeliez à assister intellectuellement et peut-être aussi physiquement à ça. Je pense qu'il y a un enjeu idéologique qui est actuellement en train de se faire, avec un glissement. Alors, là, c'était une question, je pense que ça remonte à la présidence Hollande, avec une notion qui est apparue chez les politiques, relayée par les médias, la mainstream, qui s'appelle la violence légitime. J'ai souvenir d'un ministre de l'Intérieur qui n'était pas particulièrement tendre, que les plus anciens d'entre nous doivent connaître, qui s'appelait Charles Pasqua, l'homme avec les voltigeurs, vous savez, même si c'est écrit, vous s'en souvenez. Mais ce monsieur-là, à aucun moment dans son gouvernement Chirac parlait de violence légitime. C'est-à-dire que je pense que c'est avec la loi El Khattabi que c'est apparu. Et cette notion de violence légitime me fait penser à, vous savez, quand vous parlez de votre salaire, vous parlez des charges et vous parlez de votre salaire direct. Les patrons nous ont appris à dire qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui s'appellent les charges. Ce qu'eux, ils appellent les charges, c'est la partie de mon salaire collectif qui nous permet aux uns et aux autres de payer notre sécurité sociale, de pouvoir aller à l'hôpital, parce que les uns et les autres, on ne peut pas s'offrir un hôpital tout seul. Par contre, en mettant une partie de notre fortune ensemble, eh bien, on arrive à se gérer, à gérer des biens collectifs. Et donc, mon salaire, il y a ce dont je dispose, et puis il y a ce que je mets en commun avec tous les autres. Et bien, de la même façon, là, il y a un glissement sémantique qui est
en train de se faire, qui apparaissait bien dans ce que vous disiez. Hein. Vous parliez de l'usage légal de la force, ce qui est tout à fait possible, l'usage légal de la force. S'il y a quelqu'un qui rentre ici et qui veut nous dire là-dessus, je serais content qu'il y ait des gens qui nous protègent pour pouvoir le faire. Hein. Et bien, l'usage légal de la force est devenu la violence légitime. Et si vous écoutez, vous n'entendez que ça. Et donc, je pense qu'il faut modestement, chacun à notre niveau, mais au niveau supérieur, récuser systématiquement la notion de violence légitime. La violence, elle est toujours illégitime. Elle est illégitime quand on se fait taper dessus par un flic, excusez-moi du terme, comme quand un mec tape sur sa femme, etc. Hein, les violences conjugales, elles sont illégitimes, et les violences menées par la police sont aussi illégitimes. Toute forme de violence est illégitime. On peut parfois, dans un cadre légal très très bien défini, utiliser la force. Et là, je pense que j'invite tout le monde à résister, mais vraiment sur tous ces glissements sémantiques. Hein. Il faut qu'on soit fort au plus près du terrain, c'est-à-dire au quotidien, quand on travaille sur la démocratie, tout ce qui a été dit dans ce colloque, mais il faut aussi, et c'est peut-être l'intérêt de ce colloque, la jonction entre les universitaires, les gens qui travaillent sur la réflexion, les gens qui, comme vous, travaillent sur cette question-là en ayant été fonctionnaires de l'État, et ceux qui sont plus près du terrain, c'est-à-dire capables de penser, vous savez, de penser à différentes échelles de géographie, mais également d'être capable de penser à différentes échelles conceptuelles, c'est-à-dire au plus près des préoccupations des gens. Hein. Jusqu'à hier, vous vous souvenez, quand on nous a parlé de l'anniversaire du facho, hein, les jeunes qui venaient avec le drapeau rouge et le drapeau noir, et le gars qui avait les larmes aux yeux, c'est-à-dire que d'un seul coup, il s'est dit, ah bah tiens, les gars avec des drapeaux rouges et des drapeaux noirs, ils ne sont pas si mauvais que ça, peut-être que ça remet en cause mes trucs de ce que je pensais. Donc au plus bas, et au plus haut aussi, tous les jours, et je peux vous dire, écoutez-le, hein, vous allez l'entendre à la télévision, la violence légitime. Et à chaque fois que vous l'entendrez, vous vous direz remise en cause de ça. Hein. Et juste une dernière chose, puisqu'il était question de légitime et de légal, hein, dites-vous bien que la personne qui est aujourd'hui élue à la tête de ce pays est légalement élue, puisqu'il n'y a rien eu d'illégal dans les élections qui sont passées. Mais il ne vous dit pas « je suis légalement élu ». Depuis le début, et avec les médias mainstream, il vous dit « je suis légitime ». Je suis légitime pour vous faire travailler jusqu'à 65 ans, ceux qui n'y sont pas, etc. Hein, et réfléchissez autour de ces doubles notions, hein, et ça me paraît très très important pour être en situation de résistance et pour avoir une capacité à reprendre l'optimisme de l'autre côté et de repasser à l'offensive. C'est important. Effectivement, les hommes politiques, qui sont d'abord d'une culture crasse de plus en plus, ont transposé le concept de Max Weber qui définissait l'État comme étant le monopole légitime de la violence. Et s'agissant des forces de l'ordre, vous avez tout à fait raison de dire que nous ne pouvons pas employer le terme violence. Si nous voulons être sur le terme de la légalité, c'est le terme de la force. Donc toute personne qui emploie le terme de violence pour les forces de l'ordre est déjà sur un registre politique qui en dit long. Il y a que les forces de l'ordre, d'ailleurs, elles s'appellent les forces de l'ordre, elles ne s'appellent pas les violences de l'ordre, elles s'appellent les forces de l'ordre, elles emploient la force, elles n'emploient pas la violence. Et, ah ben, alors, le discours sémantique, on n'appelle plus les gardiens de la paix. Moi, je suis peut-être plus jeune que certains d'entre vous, mais je suis plus vieux qu'aussi beaucoup d'autres. Moi, j'ai connu les gardiens de la paix avec des souliers vernis, des pantalons à plis, sans gilet pare-balles, avec le képi, qui, devant les dames, enlevaient le képi, parce que c'est comme ça qu'on salue quand on a la tête couverte devant une dame, on retire le képi. J'ai connu ça. C'est pas il y a si longtemps, c'est il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est des Golgoths il y a une militarisation de la tenue des forces de l'ordre qui vous envoie le signal que vous êtes tous des ennemis, vous êtes tous potentiellement des ennemis, je me protège de vous, je m'enferme dans un véhicule, on patrouille jamais à pied, on patrouille exactement, avec des tenues de combat, Donc on voit bien qu'il y a un glissement sémantique, il y a un code vestimentaire qui en dit long sur le positionnement des forces de l'ordre par rapport aux citoyens. Et que nous devons être vigilants à ça, parce que c'est aussi tous ces petits détails, comme vous disiez, qui construisent à la fin un imaginaire collectif où on considère, quand je dis on, c'est la majorité des gens,
quand bien même il en dit que la majorité est silencieuse, mais qui considèrent que finalement la répression policière est légitime. Est-ce que vous ne pensez pas que les banlieues ont été le terrain d'essai Aujourd'hui, ils déploient des camions militaires. Avant, c'était des camions de gendarmerie ou des camions de CRS. Actuellement, ils emploient le terme camion militaire, alors que c'est des CRS. Et il y a une jouissance de chez certains de nos hommes politiques d'utiliser ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des petits garçons qui jouent au soldat de plomb, enfin, qui jouent à la guerre. Et là aussi, on est dans une dérive politique incroyable, c'est qu'il y a une forme de jouissance à employer justement la force et à réprimer, à faire la guerre, tout court d'ailleurs. On a aussi des dirigeants politiques qui sont satisfaits de faire la guerre. Une force de l'oligarchie. Merci beaucoup.